Bon matin à tous et bienvenue au webinaire « Le cadenassage clé en main de SCI Santé Sécurité ». J'aimerais tout d'abord vous remercier d'être présents ce matin malgré nos horaires souvent très chargés et surtout la première neige. Mon nom est Karina Boisjoli, conseillère marketing chez SCI Santé Sécurité et je serai votre animatrice pour ce webinaire. Pour la prochaine heure, notre invité discutera des principaux changements de réglementation relatifs au cadenassage et de l'importance d'avoir un bon programme de cadenassage en entreprise. Nous aurons une période de questions à la fin. Par contre, n'hésitez pas à communiquer avec nous à tout moment en utilisant le chat à droite de votre écran. Ceci dit, je suis très heureuse de vous présenter M. Alain Daou, directeur expertise SSE, service conseil pour SPI Santé Sécurité. Voici un aperçu de son parcours professionnel. Vice-président du comité de révision de la norme CSA Z460-13 pour le cadenassage, M. Daou est diplômé en relations industrielles et en environnement. Conférencier et formateur reconnu, il possède une expérience de plus de 25 ans en santé et sécurité au travail au Québec, au Canada, pour les législations fédérales et provinciales de 8 provinces, aux États-Unis et en Europe. Il est également chargé de cours à l'Université du Québec. Aujourd'hui, à l'agenda, on verra les objectifs de la revue réglementaire, les principaux changements et aussi une période de questions et réponses en formule interactive. Je passe la parole à Monsieur Daou. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Juste peut-être en débutant, vous mentionnez que vous avez reçu une invitation à ce webinaire et dans l'invitation soulignait que de 3 à 4 000 personnes sont victimes d'accidents de travail reliés à la mauvaise gestion des énergies dangereuses. Alors, c'est un dossier qui est important et c'est avec raison que la CSST a procédé à la révision de ses règlements principaux, celui de la construction et le règlement santé-sécurité au travail qu'on appelle le RSST. On s'est aperçu aussi, à titre de spécialiste, qu'une fausse sécurité s'est installée parfois dans peu d'entreprises où on a plus ou moins implanté le cadenassage, mais la continuité ou le maintien du programme est plus ou moins suivi. Alors, voilà pourquoi les changements réglementaires qui remettent ce dossier à l'avant-plan vont nous aider, tant dans le domaine de la construction que dans le domaine général manufacturier. Alors, ce webinaire vous promettait de répondre surtout à 2 questions. La première, quelles sont exactement les obligations des entreprises en matière de cadenassage? Et deuxièmement, est-ce que c'est obligatoire de développer des fiches pour vos machines, vos équipements et vos systèmes? Alors, on va élaborer ça d'un peu plus près. Et la corollaire de ces 2 questions, c'est comment assurer la viabilité de votre programme. Pourquoi? Bien, c'est qu'on investit quand même des argents importants en matière de santé et sécurité et en cadenassage, et qu'on soit une petite, moyenne ou grande entreprise, bien, on veut que cet argent puisse rapporter certaines dividendes. En l'occurrence, bien, c'est d'éviter les accidents de travail qui sont coûteux sur le plan humain et sur le plan matériel. Sentez-vous à l'aise de poser des questions durant le webinaire qui sont pertinentes aux différentes questions qu'on va vous soulever. Il se peut qu'on ajoute les réponses à ces questions durant notre conversation. Alors, c'est interactif. Sentez-vous à l'aise de participer. OK, ici. C'est tout seul là. OK. Alors, premièrement, on va débuter avec une question pour chacun d'entre vous. Question à réfléchir pendant quelques secondes. Est-ce que vous croyez votre programme de cadenassage en contrôle? Alors, vous devrez répondre par oui ou par non. En contrôle, en fait, à 2 niveaux. Croyez-vous que vous êtes en contrôle réglementaire? Et deuxièmement, croyez-vous que vous êtes en contrôle des risques dans votre milieu? Donc, contrôle réglementaire et contrôle des risques. Vous avez maintenant une dizaine de secondes pour répondre. Alors, maintenant, on va attendre quelques secondes pour compiler les résultats.
Alors, les résultats sont oui à 30 % et non à 70 %. Alors, c'est intéressant de constater que plusieurs parmi vous, donc vous êtes sur ce webinaire pas pour rien, mais parce que vous croyez qu'il y a peut-être des améliorations à faire. Alors, on espère que vous allez pouvoir identifier des zones d'amélioration. Maintenant, pour ceux qui, à 30 % des répondants, croient qu'ils sont en contrôle, il se peut, comme vous le verrez, que la nouvelle réglementation vous amène à une réflexion un peu plus approfondie sur votre programme de cadenassage. L'objectif de la revue réglementaire qui était dans la Gazette officielle du Québec, d'abord le 4 mars pour la modification du Code de sécurité pour les travaux de construction, qui est sous l'abréviation CSTC. Le 29 avril, modification du règlement sur la santé et la sécurité du travail au Québec, c'est le RSST. Alors, après publication à ces dates, les personnes intéressées avaient 45 jours pour exprimer leurs commentaires. Par la suite, ces personnes pouvaient exprimer ce qu'ils pensaient et dans certains cas, ça pouvait être tenu compte par les autorités de la CSST. Maintenant, pourquoi une revue réglementaire? Bien, tout d'abord, on voulait clarifier les responsabilités des différents intervenants sans leur imposer de nouvelles obligations. Alors, vous avez remarqué que le mot « sans » est souligné. On voulait surtout harmoniser les règlements avec la norme canadienne CSA Z460-13. Pour votre information, lorsqu'une norme a un tiret, comme le 13 ici, ça signifie l'année de la révision. En fait, la norme Z460 a été émise en 2005 par un groupe de travail pan-canadien et depuis 2005, la majorité des provinces canadiennes se sont efforcées de se conformer à cette norme. Au niveau du Québec, bien, ce n'est pas une exception. On a appliqué les principes de la norme, notamment, par exemple, lors d'enquêtes d'accidents mortels ou d'accidents graves effectués par la CSST, on a appliqué les critères de cette norme pour les mesures correctives. Les interventions des inspecteurs aussi ont demandé l'application notamment de la fiche de cadenassage dans toutes les entreprises. Alors au Québec, ce n'est pas quelque chose de nouveau compte tenu de l'application générale qu'on avait de la CSA Z460. Le troisième objectif, c'est qu'on voulait harmoniser le Code de sécurité sur les travaux de construction et le RSST. Pourquoi? Bien, c'est que dans chacun des cas, on avait des exigences de contrôle des risques, mais notamment dans le Code de sécurité pour les travaux de construction, on ne parlait pas spécifiquement de cadenassage. Alors, on veut maintenant faire en sorte que tant le Code de sécurité sur les travaux de construction que le RSST parlent le même langage. Quels sont les principaux changements maintenant? Vous l'avez dans cette diapositive. Peut-être plusieurs parmi vous connaissent l'ancien article 185 qui oblige le cadenassage des sources d'énergie dangereuses des machines. Cet article est connu depuis le début des années 2000 et s'est appliqué à la grandeur du Québec. Étant donné qu'il n'était pas cité comme tel dans le Code de sécurité pour les travaux de construction, le secteur construction s'est moins senti concerné par la question du cadenassage. Maintenant, avec les changements, on a maintenant l'abolition de l'article 185, qui est là depuis le début des années 2000, comme j'ai souligné, et on a remplacé cet article par l'article 188 et 13 sous-éléments. Donc, on a beaucoup plus de détails. Et on se réfère aux pratiques introduites en 2005 par la norme CSA Z460. Juste en passant, la norme Z460 s'intitule « Maîtrise des énergies dangereuses, cadenassage et autres méthodes ». Tandis que le projet de règlement vient ajouter la même expression au chapitre sur le cadenassage. Cadenassage et autres méthodes de contrôle des énergies. Donc, dans notre discussion aujourd'hui, on ne parle pas seulement du cadenassage, mais on parle aussi d'autres méthodes de maîtrise des énergies dangereuses.
Donc, premier changement à retenir, remplacement de l'article 185 par 13 sous-éléments dans l'article 188. Maintenant, au niveau du Code de sécurité pour les travaux de construction, parlons de l'article 186, que lui aussi est relativement bien connu au Québec pour avoir été appliqué depuis plusieurs années. Celui-ci, qui réglemente les travaux hors énergie, lorsque l'énergie est requise pour, par exemple, identifier des malfonctions machines ou faire des ajustements, c'est l'article 189 qui le remplace. Donc, il n'y a plus d'article 186, il est abrogé, mais l'article 189 viendra le remplacer. Par contre, dans le détail, il reprend à peu près les mêmes éléments que l'article 186 antérieur. Maintenant, Code de sécurité pour les travaux de construction. Celui-ci était plutôt muet sur la question du cadenassage. Alors, on projette, avec la révision réglementaire, d'introduire un 20e article à la section 2 du Code. Alors, il s'agit de l'article qui portera le numéro 2.20 et cet article comportera 14 sous-éléments. Et pour dire, le même texte, à très peu de changements près, a été retenu pour les deux règlements, c'est-à-dire le Code de sécurité pour les travaux de construction et le RSST. Il y a un 14e article à l'article 2.20, un 14e élément. Celui-ci va reprendre textuellement le nouvel article 189. Donc, pour résumer les changements, voici un graphique qui peut nous aider. Alors, tout d'abord, on fait référence à des travaux dans la zone dangereuse d'une machine, comme vous le voyez ici. Lorsque ces travaux sont nécessaires, vous avez le choix. Le premier choix, normalement, devrait être le cadenassage. Pourquoi? Parce que c'est la méthode reconnue pour la maîtrise des énergies dangereuses. Cependant, il pourrait y avoir des situations d'exception où d'autres mesures sécuritaires sont autorisées par le règlement. Quelles sont ces exceptions? La première, c'est l'article du Code de sécurité pour les travaux de construction 2.20.14 en fait, et 189.1 dans le RSST. Alors, ce que ça veut dire, c'est que dans certains cas, on pourra travailler en mode d'énergie pour des situations d'apprentissage ou de détection de défectuosité. Alors, ça change en fait très peu de choses par rapport à l'ancien règlement. Là où il y a une exception importante, c'est dans le nouvel article 188 ou le 2.20, on a ajouté la possibilité de ne pas cadenasser lors du débranchement qui est à portée de main d'un équipement sous le contrôle exclusif du travailleur. En fait, dans ce cas-ci, il y a 4 conditions. Alors, c'est l'article 2.20.2, sous-section 2. On parle de 4 conditions. Premièrement, la machine ou le débranchement de la machine doit être à portée de main. Deuxièmement, il doit être sous le contrôle exclusif du travailleur. Troisièmement, et ça c'est important, la source d'énergie de la machine doit être unique. Et quatrièmement, il ne doit subsister aucune source d'énergie résiduelle pour cet équipement. Alors, ce que ça veut dire, c'est que c'est quand même très restreint comme possibilité ici à ne pas appliquer le cadenassage. Alors, ce sont les principaux changements qui sont adoptés au Code de sécurité pour les travaux de construction et au RSST. Monsieur Daou, on a une question de Martin Pellerin. Il y a un questionnement sur le cadenassage versus l'intervention incendie et obligation. OK. La question est assez vague. Pouvez-vous me la répéter, s'il vous plaît? Oui. Martin Pellerin dit qu'il y a un questionnement sur le cadenassage versus l'intervention incendie et obligation. OK. En règle générale, lors d'interventions d'urgence, il y a quand même des dispositions différentes au niveau réglementaire où on peut quand même intervenir dans certaines circonstances en mode urgence après avoir fait une certaine planification du travail. En général, il sera quand même possible de cadenasser parce que
si les fiches de cadenassage sont bien développées et sont bien faites, généralement, elles sont plus rapides à appliquer qu'une rapide planification du risque dans des conditions non connues. Alors, évidemment, il faudra avoir des détails plus précis pour pouvoir répondre à cette question-là. Mais oui, il y a une ouverture en mode d'urgence. Et deuxièmement, ce ne serait pas nécessairement idéal de ne pas cadenasser, même s'il y a une ouverture. Merci. Maintenant, nous allons aller à la question, en fait, la deuxième section de notre discussion. Ce sont les questions et réponses, si on veut, à nos auditeurs, à nos participants, et ensuite des commentaires sur ces questions et des réponses un peu plus exhaustives. Donc, on passe à la question 1. Ces changements signifient-ils qu'il s'agit d'une nouvelle obligation pour les employeurs, particulièrement dans le secteur de la construction? Alors, oui ou non? Vous avez environ 10 secondes pour répondre. On prend maintenant quelques secondes pour compiler les résultats. Donc, nous avons 43% des participants qui ont répondu oui et 57% qui ont répondu non. Alors, c'est intéressant. La question, encore une fois, est-ce que ces changements signifient qu'il s'agit d'une nouvelle obligation pour les employeurs? Et dans cette question, on visait surtout la construction. Bien, la réponse est non. Comme on dit souvent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et effectivement, la CSST, comme dans la majorité des provinces canadiennes, appliquait déjà les méthodes de la norme Z460 2013. Maîtrise des énergies dangereuses, cadenassage et autres méthodes. Alors, il n'y a pas vraiment de changement. Voici ce que disait la Gazette officielle à propos de l'introduction du nouveau règlement. Alors, je vais le lire pour vous. À ce jour, l'étude du dossier cadenassage et maîtrise des énergies dangereuses, ne révèle pas d'impact sur les entreprises, en particulier sur les PME, puisque les entreprises visées doivent déjà appliquer des procédures de cadenassage dans les zones de travail où les travailleurs sont exposés à un dégagement intempestif d'énergie dangereuse. Alors, vous voyez, c'est déjà mentionné dans la Gazette qu'on ne s'attend pas à ce que ça crée des changements. Alors, ce qu'on remarque dans vos réponses, c'est qu'il y a une perception de pratiquement la moitié des participants à ce webinaire qui est différente. Et le même texte, comme on l'a souligné, est utilisé pour tant le RSST que pour le Code de sécurité pour les travaux de construction. Maintenant, question numéro 2. Le développement des fiches de cadenassage et de maîtrise des énergies dangereuses est-il obligatoire pour toutes les entreprises, y compris la construction? Alors, on répond oui ou non. Vous avez environ 10 secondes. On compile les résultats. « 91% des participants ont répondu oui et 9% ont répondu non. » Alors, c'est intéressant de constater vos réponses. En fait, vous êtes exactement sur la bonne réponse. C'est une obligation, le développement de fiches de cadenassage. 9% ont répondu non. Alors, je sais que la perception souvent dans le secteur de la construction est que ce n'est pas nécessaire, mais pour le RSST, d'abord, si on va avec ce règlement-là, voici ce que l'article 188.5 se propose de nous demander. L'employeur doit pour chaque machine
situé dans un établissement sur lequel il a autorité, s'assurer qu'une ou plusieurs procédures ou fiches décrivant la méthode de contrôle des énergies soient élaborées et appliquées. Pour ce qui est du Code de sécurité pour les travaux de construction, vous pourrez remarquer que c'est exactement le même texte qui est repris, cette fois-ci à l'article 2.20.5. Il faut noter que, autant dans la norme Z460 sur le cadenassage que dans la nouvelle réglementation, ces fiches ou procédures de cadenassage doivent être révisées périodiquement. Pour un chantier de construction, si le chantier dure plus d'1 an, elle devrait être révisée annuellement. Alors, il y a vraiment une nuance apportée pour les chantiers de construction pour nous faire comprendre que les fiches sont nécessaires. Deuxièmement, elles doivent être normalisées. Ce que ça veut dire, c'est qu'elles doivent répondre à des critères précis qui sont énumérés dans le règlement et elles doivent être sous format unique dans toute l'entreprise. Troisièmement, elles doivent être disponibles 24/7, c'est-à-dire en tout temps pour les employés, sous une forme papier ou sous une forme électronique, mais l'important, c'est qu'elles soient disponibles. La norme Z460, d'ailleurs, donne quelques pistes, des solutions comment rendre les fiches disponibles aux employés. Très important maintenant, à noter, il ne s'agit pas ici de fiches vierges que le travailleur doit remplir avant de faire le travail. Actuellement, il y a une pratique répandue au Québec, mais aussi ailleurs au Canada, où les entreprises ont une fiche vide qu'ils donnent aux travailleurs et demandent de faire une mini-analyse de risque et de noter ce qu'ils ont cadenassé. Ce n'est pas ce que veut dire le règlement. Ce n'est pas ce que veut dire la norme non plus. Alors, il se peut qu'une grande majorité des répondants tout à l'heure qui ont souligné que la fiche de cadenassage, oui, pour eux, elle était perçue comme obligatoire, il se peut que dans votre perception, vous ayez pensé à des fiches vierges. Alors, ce qui n'est pas le cas. En fait, les fiches de cadenassage sont le résultat d'un inventaire systématique des équipements et du développement de fiches correspondantes, y compris pour les équipements mobiles, alors chariot élévateur par exemple, camion, chargeuse navette, dépendant du secteur dans lequel on évolue, les navires et les aéronefs et toute la mécanique du bâtiment. Alors, ces trois-là sont soulignés, outre évidemment tout ce qui est considéré comme machine et équipement, y compris dans un atelier mécanique. Alors, les fiches de cadenassage sont le cœur de ce programme. Dans cette diapositive, vous voyez ce que peut avoir l'air une fiche de cadenassage. Alors, vous remarquez que c'est un document qui doit être très clair, qui doit être significatif pour les employés. On ne devrait pas lire une fiche de cadenassage autrement que par des étapes qui sont linéaires, c'est-à-dire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, etc. La fiche de cadenassage doit notamment souligner quelles sont les tâches à effectuer. Est-ce qu'il y a des informations supplémentaires, par exemple, reliées au port de l'équipement de protection individuelle ou autres procédures, et un sommaire aussi des équipements qui vont être utilisés. Vous voyez que les instructions sur une fiche de cadenassage doivent être claires et précises. Il n'y a aucun roman ici. On parle d'énergie électrique, on parle d'un sectionneur qui a le numéro d'identification 1007. Évidemment, il s'agit d'un exemple. Vous avez son emplacement, sa position de maîtrise. Alors, vous voyez que c'est assez simple à lire. La photo n'est pas obligatoire en passant. Cependant, le point numéro 2 que vous avez ici, bien, la vérification de mise à énergie zéro est obligatoire. Elles doivent être inscrites, non pas d'une façon générale, par exemple en disant « faites votre vérification de mise à énergie zéro », mais de façon spécifique comme ici. À tel endroit, faire tel geste, tel numéro, etc. Donc, comme vous pouvez le constater, la fiche de cadenassage est le résultat d'un programme, d'un développement qui suit une analyse sérieuse des risques du travail. Ce qui nous amène à la question 3 maintenant. En présence de plusieurs employeurs, qui a la responsabilité de fournir une fiche de cadenassage et de coordonner les travaux? Est-ce A, l'employeur ayant autorité sur l'établissement ou le maître d'œuvre
B, le sous-traitant principal, C, chacun des sous-traitants, ou D, toutes ces réponses. On vous invite à répondre. Vous avez quelques secondes. Donc, on compile les résultats. Encore quelques secondes. Donc, les gens ont répondu 63 % l'employeur ayant autorité sur l'établissement, 0 % ont répondu B, le sous-traitant principal, 6 % ont répondu C, chacun des sous-traitants, et 30 % ont répondu toutes ces réponses. Alors, vos réponses sont particulièrement intéressantes. En fait, la majorité, 63 %, vous avez raison. C'est l'employeur qui a autorité sur l'établissement, selon le RSST, article 188.10. Lorsque plusieurs employeurs ou travailleurs autonomes effectuent un travail dans la zone dangereuse d'une machine, comme vous le remarquez, il incombe à l'employeur qui a autorité sur l'établissement de coordonner les mesures à prendre pour s'assurer de l'application de la méthode de contrôle des énergies, notamment en déterminant leur rôle respectif et leurs moyens de communication. Pour ce qui est du Code de sécurité pour les travaux de construction, c'est le même texte, sauf léger changement. Alors, on ne parle plus de l'employeur qui a autorité sur l'établissement, mais on parle du maître d'œuvre. Certains parmi vous ont répondu chacun des sous-traitants, 6 %. Alors, ce n'est pas le cas, parce qu'il doit y avoir une coordination d'ensemble. Lorsqu'un sous-traitant intervient dans une entreprise, l'entreprise se doit de lui fournir une fiche de cadenassage, de lui donner une idée des risques que le sous-traitant a à faire face et à participer avec lui à l'élaboration des méthodes de maîtrise du risque. Ceux qui ont répondu toutes ces réponses, 30 %, c'est intéressant également quand même. Tout le monde a une certaine part de responsabilité dans tout ça, mais ultimement, c'est l'employeur qui a autorité sur l'établissement. Peut-être un petit bémol. Alors, si vous êtes une entreprise de construction ou un sous-traitant qui intervient chez diverses entreprises, dans diverses entreprises, bien, il est quand même bien d'avoir votre procédure ou votre programme de cadenassage qui vous permet de vous arrimer ou de vous attacher à celui du maître d'œuvre ou de celui qui est le donneur d'ouvrage. Ça va vous permettre de vous assurer qu'il n'y a pas de lacune dans la façon dont on gère le cadenassage chez votre client. Ça va vous permettre d'assurer la sécurité davantage de vos employés. Avant d'aller plus loin, on aimerait répondre à plusieurs questions. Il y a plusieurs questions qui sont là. Alors, avant de passer à la question suivante, on va rester dans le même sujet. Donc, on a une bonne question de Michael Larue qui veut savoir, en format électronique, est-ce que les fiches doivent être signées par le travailleur ou il peut seulement la consulter? Cette question est bien parce qu'elle découle d'une des confusions qui est survenue dans les 10 dernières années, surtout au Québec, sur ce qu'est une fiche de cadenassage. Lorsqu'on intervient avec les entreprises, on s'aperçoit que les fiches de cadenassage ne sont pas seulement utilisées comme étant des procédures, mais aussi comme étant des moyens de gestion des travaux. Je m'explique. Une procédure, c'est, si on parle en langage qualité ou en langage ISO, une procédure, c'est un document qui va nous dire comment effectuer un travail. Ce n'est pas un document qui nous permet de tracer si le travail a été fait ou non. Vous voyez la nuance? Lorsqu'on parle d'un document qui permet, par exemple, d'écrire si le travail est complété, qui a fait le cadenassage, la date, etc., on parle à ce moment-là d'une fiche de suivi, on peut parler d'une étiquette qui doit être remplie, on peut parler d'un permis de travail. C'est que ça, c'est vivant sur les lieux du travail. Par analogie, par exemple, on peut parler d'une fiche de gestion des espaces clos où on doit écrire
qui sont les entrants et de quelle façon on va faire le travail. Alors, il y a une trace qui demeure du travail en espace clos. Pour ce qui est des fiches de cadenassage, bien, quant à elles, on peut les comparer davantage à des fiches signalétiques, SIMDUT ou WIMUS, ou Système général harmonisé maintenant. Alors, elles disent ce qu'il faut faire, elles parlent des dangers, mais ce n'est pas un outil de traçabilité. Alors, pour revenir à votre question, M. Ruel, après cette petite parenthèse, bien, la norme Z460 et les deux règlements dont on parle aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne parlent de la fiche de cadenassage comme un outil de gestion terrain, mais parlent de la fiche de cadenassage ou la procédure de cadenassage comme étant vraiment une procédure, c'est-à-dire d'expliquer aux gens comment faire le travail avant que celui-ci soit démarré. Très bien, on a une autre question. Pourquoi, quand nous regardons la version à jour du RSST de juin 2015, l'article 188 ne parle pas de cadenassage? Bien, en fait, comme j'ai souligné, il y a eu dépôt en mars et avril, et il y a commentaires pendant 45 jours. Ensuite, il y a compilation des commentaires, et s'il y a lieu, révision de certains points en fonction des commentaires des personnes intéressées. Alors, on devrait voir dans les prochaines semaines une modification effective du règlement, ou plutôt des règlements. On a une autre question de M. Perrin. Vous avez mentionné que nous devons avoir une énergie zéro. Est-ce qu'un dispositif d'arrêt d'urgence peut être considéré? La réponse est non. Un dispositif d'arrêt d'urgence est un dispositif d'arrêt d'urgence. Donc, l'expression le dit clairement. Il doit être utilisé uniquement dans des situations d'urgence pour coupure des sources d'énergie de la façon la plus rapide possible pour éviter une aggravation de la condition d'urgence. D'ailleurs, les normes, j'ai eu l'occasion de participer au Make-Innov, au développement des normes internationales avec le comité ISO 12100 en Europe, qui est la maîtrise des énergies dangereuses, mais reliée aux machines. Et l'arrêt d'urgence est spécifiquement considéré comme tel. Alors, ce n'est pas un accessoire à cadenasser en règle générale. Ce n'est pas un accessoire qui doit être utilisé dans le cadre d'une procédure de cadenassage. Sauf exception, avec analyse de risque très, très spécifique, alors qu'il n'y a rien d'autre à faire. On l'a déjà vu, mais ça devrait demeurer à ce moment-là une situation d'exception, quasiment en mode urgence comme tel. Donc, on peut continuer la présentation. OK. Alors, ça nous amène à la question 4, et là, il y a introduction d'une notion qui est particulièrement intéressante dans le RSST et dans le Code de sécurité pour les travaux de construction. Et cette introduction est en lien avec la nuance qu'on a faite tout à l'heure entre procédure de cadenassage et une étiquette ou un outil qui va laisser des traces sur le travail qui a été fait. Alors, on introduit la question 4 maintenant. La question numéro 4, une autorisation écrite sera-t-elle nécessaire? Alors, on répond oui ou non. Vous avez quelques secondes. On peut compiler les résultats. Alors, M. Daou, 67% des gens ont répondu oui et 31% ont répondu non. Alors, vous n'êtes pas pire tout le monde, c'est bien. 67% oui, bien vous avez raison. Que ce soit dans le Code de sécurité pour les travaux de construction que dans le RSST, l'article d'abord 2.20.9, ça c'est le Code de sécurité pour les travaux de construction, un employeur ou un travailleur autonome doit obtenir une autorisation écrite du maître d'œuvre avant d'entreprendre un travail dans la zone dangereuse d'une machine. Et remarquez l'obligation. Le maître d'œuvre doit lui fournir la méthode de contrôle des énergies à appliquer. En d'autres mots, la fiche ou la procédure de cadenassage doit être disponible. Maintenant, pour ce qui est du RSST,
c'est l'article 188.9 qui dit exactement la même chose, évidemment en substituant l'expression maître d'œuvre par l'employeur qui a autorité sur l'établissement. Maintenant, quand on parle de méthode de contrôle des énergies appliquées, bien, il s'agit évidemment ici de la fiche de cadenassage. Alors, il y a un petit décalage avec notre cercle ici, là, mais le cercle devrait être ici. Alors, on parle de méthode de contrôle des énergies appliquées. C'est donc la fiche de cadenassage. Allons maintenant à la question suivante. La question numéro 5. Qui peut développer et valider une fiche de maîtrise des énergies dangereuses? Est-ce A, le superviseur, B, les travailleurs qui connaissent l'électricité et la maintenance, C, seulement un ingénieur, ou D, une personne formée en analyse de risque et dont les compétences ont été validées? Alors, vous avez quelques secondes pour répondre à la question. On compile les résultats. Donc, 10% des gens ont répondu A, le superviseur, 4% B, les travailleurs qui connaissent l'électricité et la maintenance, 2% seulement un ingénieur et 82% une personne formée en analyse de risque et dont les compétences ont été validées. Quelle est la réponse? Alors évidemment, vous avez raison, en règle générale, c'est la D, une personne formée en analyse de risque, une personne qui a les compétences qui ont été validées. Maintenant, l'article Z460, pardon, la norme Z460, article 73243, alors c'est relativement long comme article, elle dit ce qui suit, que la personne qui va faire ou qui va développer des fiches de cadenassage, c'est quelqu'un qui possède l'expertise, les connaissances techniques ou les compétences nécessaires pour juger du caractère adéquat des fiches de cadenassage de manière à confirmer qu'elles sont conformes à cette norme. Alors évidemment, le superviseur, le travailleur qui connaît l'électricité et la maintenance et l'ingénieur peuvent être cette personne. Mais tant l'un que l'autre ne pourront pas l'être s'ils n'ont pas été formés en analyse de risque et n'ont pas une méthodologie stricte et très bien organisée pour produire cette analyse de risque. Pour vous donner une petite idée de la complexité du développement d'une fiche de cadenassage, ce n'est pas un outil ou ce n'est pas un document qu'on peut développer sur le coin d'un bureau quand on a un peu de temps le vendredi après-midi avant le week-end. En fait, dans le règlement, dans les deux règlements, mais aussi dans la norme, on souligne que toutes les méthodes de contrôle des énergies doivent comprendre au moins 8 éléments. Et là, je fais une légère parenthèse. Avez-vous remarqué que dans ce texte, on parle de méthode de contrôle des énergies? Alors, on ne parle pas seulement du cadenassage. Alors, il y a 8 caractéristiques à retenir si on veut intervenir sécuritairement sur une machine, en cadenassage ou non. Alors, vous avez ces 4 premiers éléments, l'identification de la machine, la personne responsable de la méthode de contrôle des énergies, la localisation et l'identification, à noter, identification de tout dispositif de commande et source d'énergie de la machine, identification et localisation de tout point de coupure et de chaque source d'énergie de la machine. Ensuite, page suivante, diapositive suivante, vous avez le matériel pour appliquer la méthode, les étapes, et tantôt on a parlé d'étapes chronologiques qui sont linéaires. On devrait développer les fiches de façon à ce qu'on ne peut pas faire l'étape 4 avant la 1. Alors c'est 1, 2, 3, 4, et les employés ne devraient pas avoir à décoder la fiche. Celle-ci doit être suffisamment simple pour qu'ils puissent bien la lire. Ensuite, 7, les mesures pour assurer la continuité de l'application de la méthode en rotation de personnel. Et 8, comment libérer l'énergie résiduelle. Maintenant, diapositive suivante.
Il y a d'autres conditions, donc des conditions supplémentaires lorsqu'il s'agit d'une fiche de cadenassage. Et ces conditions-là sont sur la diapositive que vous avez devant vous. Alors, compte tenu de ces 13 conditions, imaginez 13 conditions dans le règlement, pensez-vous, croyez-vous honnêtement que quelqu'un peut développer une fiche de cadenassage sans avoir préalablement été formé et que sa formation fait de lui, comme le dit la norme Z460, une personne compétente? Bien, la réponse est non. Et c'est la raison pourquoi, lorsque nous intervenons dans les entreprises, on s'aperçoit que plusieurs en sont à la deuxième ou même troisième tentative d'implanter le cadenassage parce que malheureusement, les gens qui ont participé à ce projet, malgré leur bonne foi, bien, n'avaient pas les outils pour le faire d'une façon suffisamment étoffée. Alors, avec ce qu'on vient d'examiner maintenant, on est tout à l'heure entré avec une question, si vous croyez votre programme de cadenassage en contrôle. 70% croyaient que non et 30% croyaient que oui. Alors, en tenant compte des paramètres qu'on a examinés, par exemple, relativement à l'obligation d'une fiche de cadenassage. Rappelez-vous, la fiche de cadenassage, ce n'est pas un document vierge qu'on remplit juste avant de faire le travail, mais c'est un document qui doit être déjà prêt, qui a été préparé suite à une analyse de risque effectuée par des personnes compétentes. Ensuite, on a vu comment le cadenassage devait être effectué de façon organisée. Les fiches devaient avoir des étapes précises. Alors, compte tenu de ces facteurs-là, de ces paramètres-là, croyez-vous toujours votre programme de cadenassage en contrôle? Alors, on vous laisse le temps de répondre. Donc, encore quelques secondes pour compiler les résultats. Donc, 20% croient encore que oui et 79% des gens croient que non. Ah, c'est assez intéressant, n'est-ce pas? On voit une migration là, des réponses. Tantôt, on avait 30% qui croyaient être en contrôle. Maintenant, on a 20%. Alors, il se peut que notre prémisse de dire que plusieurs utilisaient une fiche de cadenassage vierge ou croyaient être en contrôle simplement parce qu'on a fourni des cadenas aux employés ou qu'on a un programme ou une procédure générale de cadenassage. Alors, comme vous pouvez voir, le cadenassage, c'est peut-être un petit peu plus que ce que plusieurs pensaient. On pense à la PME aussi, on pense aux très petites entreprises, secteur de la construction par exemple, où la majorité des entreprises sont des très petites PME. Dans son livre blanc, la CSST a identifié que la majorité des entreprises qui devraient se conformer au cadenassage comptaient moins de 10 employés. Alors, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on peut faire différent. On doit aussi s'assurer du contrôle des énergies dangereuses. On a une question également sur l'électricité. Hein? Oui, on a une question de M. Claude Morin qui nous demande qu'en est-il du système électrique temporaire? Alors, probablement, M. Morin, vous parlez des systèmes électriques temporaires installés sur les chantiers de construction. Alors, ils ne font pas exception. Ceux-là aussi doivent être l'objet de procédures spécifiques de cadenassage en lien avec les équipements qui seront reliés à ces panneaux électriques. Donc, ça ne change pas, en fait, la donne. La seule différence, c'est si les panneaux qui sont temporaires sont là plus d'un an ou les équipements temporaires sont là plus d'un an, et on devra revalider les fiches de cadenassage après une année. Alors donc, l'obligation reste de cadenasser. On a une autre question intéressante de M. Pellerin. J'ai de la difficulté avec mes superviseurs pour suivre les travaux de cadenassage. Avez-vous un truc pour faire un bon contrôle? Oui, il y a plusieurs possibilités, sauf que le bon truc devra correspondre à la bonne culture d'entreprise. Alors, il y a des entreprises qui sont très, très bien structurées, d'autres qui le sont moins. Alors, en fonction de votre réalité, peut-être que
vos superviseurs peuvent être plus présents dans le milieu de travail ou moins présents, alors ça va déterminer la méthode à utiliser. Mais voici quelques exemples de méthodes. Certains ont utilisé la fiche de cadenassage, comme on a dit tantôt, comme un moyen de traçabilité. Alors, s'assurer que les gens signent la fiche s'ils ont effectué le cadenassage. Dans certains cas, ce sera le bon de travail, où on devra noter qu'on a appliqué tel numéro de fiche, par exemple. Dans d'autres cas, ce sera via une étiquette des lieux de travail qui est ramassée par le superviseur et qui est contrôlée. Dans tous les cas, des mini-audits, ou donc de la surveillance de façon spontanée sur le travail va souvent envoyer un message clair aux employés que c'est important pour nous le cadenassage. Alors, donc, il y a plusieurs méthodes possibles. Il faudrait voir en détail votre réalité, mais ces pistes de solutions sont quand même là. On a une question de M. Boucher. Donc, tous les documents doivent être accompagnés de procédures. OK, je ne comprends pas tout à fait le sens de votre question. Quand on parle de procédure de cadenassage, il s'agit d'une fiche unique pour chacun des équipements. Alors, disons que vous avez 10 chariots élévateurs, vous avez 5 machines qui vont servir à la production, vous avez 3 machines qui servent à l'emballage. Bien, vous allez, à la base, avoir une fiche de cadenassage spécifique pour chacun de ces équipements. Maintenant, il se peut que dans ces équipements ou machines, il y ait des tâches spécifiques. Alors, ça pourrait ajouter un certain nombre de fiches. Par exemple, si vous avez une grosse machine de production, il se peut que vous ayez une fiche pour ce qui est de l'alimentation de la machine, une pour ce qui est de la production elle-même, le coupage, l'enveloppage, etc., et une autre fiche pour l'extrant de la machine, ce qui en sort. Donc, on parle ici de procédures écrites d'avance suite à une analyse de risque qui vont guider les employés dans leur travail. Une question de Mme Gledu. Peut-on cadenasser les machines à partir du panneau électrique, les couteaux du panneau? Bien, c'est toujours spécifique à l'équipement. On recommande cependant, pour éviter de cadenasser inutilement d'autres machines qui pourraient être liées au panneau électrique, d'avoir des sectionneurs locaux. Alors, plusieurs entreprises vont avoir des sectionneurs locaux sur chaque machine pour être capables de cadenasser leur équipement sans avoir à immobiliser des équipements qui ont besoin d'être en production. Autre avantage des sectionneurs locaux, c'est que les travailleurs n'auront pas à parcourir toute l'usine pour aller cadenasser, mais ça se fait directement dans leur zone de travail, ce qui est un incitatif au cadenassage au lieu de les décourager. Il y a aussi une question de M. Boucher. Est-ce que les équipements de levage, exemple les chariots élévateurs, les plateformes, sont-ils visés dans les lois et règlements sur le cadenassage? Oui, absolument. Alors, comme on a souligné tout à l'heure, tous les équipements mobiles. En fait, la norme Z460, elle dit que tout ce qui n'est pas mu par énergie humaine et qui est évidemment utilisé au niveau manufacturier ou distribution d'énergie comme Hydro-Québec, Gaz Métro ou des entreprises de ce type. Donc, c'est bien. On a peut-être d'autres sujets qu'on voudrait passer. En attendant, il reste quelques minutes. Si vous avez des questions, les participants, n'hésitez pas. Monsieur Daou est là pour y répondre. On a une autre question, justement. Question de base. La couleur des cadenas est-il nécessaire? Bien, les cadenas, en fait, il n'y a pas beaucoup d'exigences reliées aux cadenas comme tel. Ce qui doit être fait, c'est que les cadenas soient identifiés. On parle de cadenas à cléage unique. Donc, clé unique entre les mains de l'employé qui est le possesseur du cadenas et identification de l'employé qui en est le possesseur. Donc, il y a plusieurs façons. Ça peut être par une photo, ça peut être par son nom qui est gravé sur le cadenas, ça peut être par un registre si ce sont des cadenas qui ont été prêtés à des employés. L'important, c'est de faire le lien entre l'employé et son cadenas à cléage unique par un moyen ou l'autre. On a une question de Thomas. Qu'en est-il de la mise en place d'une formation interne en entreprise? Que dit la RSST et quelles sont les conditions de compétence pour le formateur? Alors, ça, c'est une très bonne question parce que
le cadenassage implique de la formation. Alors, tout dépendant si vous êtes dans le secteur de la construction ou dans le secteur manufacturier, je vous donne les futurs articles. Construction, l'article 2.20.8 parle de la formation et dans le RSST, ce sera le 188.8. Évidemment, ce que je vous dis, c'est sous toute réserve de modification. Des fois, on peut ajouter ou intercaler un article dans le prochain projet de règlement. Mais l'idée ici, c'est que le maître d'œuvre ou celui qui a autorité sur l'établissement doit s'assurer que les personnes ayant accès à la zone dangereuse d'une machine soient formées et informées sur les risques pour la santé et la sécurité liés aux travaux qui sont effectués sur la machine et sur les mesures de prévention spécifiques à la méthode de contrôle des énergies appliquées. Alors, c'est assez clair. Donc, formation obligatoire. Maintenant, précision. La norme Z460, quand même, est plus claire encore. Une formation d'ordre général sur le cadenassage n'est pas suffisante parce qu'ici, on parle dans cet article d'être informé sur les risques et les mesures de prévention, mot magique, spécifiques. Alors, ce que ça veut dire, c'est que vos employés doivent être formés pas sur le cadenassage en général, mais sur votre cadenassage dans votre entreprise. Donc, il s'agit d'une formation sur mesure qui doit aussi comporter un volet pratique, un volet apprentissage. Et quelle est la fréquence du rafraîchissement de cette formation? Dans le règlement, il n'y a pas de mention de fréquence. Par contre, la norme Z460, minimalement 3 ans. Et en fait, l'expérience nous apprend que si on fait des rafraîchissements de formation après 3 ans, bien, c'est souvent pas suffisamment fréquent, en fait. Là. On a plusieurs questions. Donc, l'obligation du test de démarrage doit-elle être inscrite sur la fiche? Absolument. Peut-être, vous me permettez, si on retourne à un autre diapositive qu'on a vu tantôt. Alors, il est maintenant accessible pour vous. Alors, vous voyez que ici, c'est une fiche, évidemment, qui est simplement un démonstrateur. Là. Cependant, vous avez 1, c'est quoi faire pour cadenasser, et 2, c'est la vérification de mise à énergie zéro. C'est absolument obligatoire. Ça doit être écrit non seulement de le faire, mais le comment le faire. Alors, aussi clairement que de dire veuillez appuyer sur le sélecteur numéro 1, poser tel et tel geste à tel bouton numéroté, identifié clairement. Il faut absolument que ces procédures de vérification de mise à énergie zéro ne soient pas vagues pour les travailleurs. Je vous réfère aussi à la norme qui donne des exemples de comment faire cette vérification de mise à énergie zéro. Ce n'est pas nécessairement toujours en appuyant sur un bouton ou en actionnant un sélecteur ou en faisant une vérification à l'aide d'un appareil de vérification d'énergie, comme le font les électriciens. Mais il peut y avoir d'autres méthodes qui sont visuelles ou autres qui peuvent être utilisées. Et est-ce qu'après une personne habilitée à faire nos fiches, on engage SPI, est-ce que nous pouvons nous-mêmes former notre personnel par la suite? Oui, oui. En fait, la formation des employés est nécessaire, mais il y a beaucoup d'entreprises qui développent leur propre programme de formation de formateurs. Ces formateurs deviennent des personnes expertes en enseignant des méthodes appropriées pour faire l'analyse du risque et ils peuvent suivre le dossier dans l'entreprise. Alors qu'on le fasse un programme de cadenassage clé en main ou en mode coaching, je peux vous dire que l'important, c'est de retenir, d'avoir la rétention du know-how, du comment faire, pour être capable de continuer le projet avec une aide externe minimale. Y a-t-il une différence entre un cadenassage en mode maintenance ou en mode d'opération? Le setup et ajustement. Bien, la réponse est oui. C'est que on parle d'un sélecteur qui va dire tu es maintenant en mode maintenance ou tu es en mode opération. Généralement, les points de coupure d'énergie sont différents de l'un et l'autre. Alors, spécifiquement, il faudra à ce moment-là faire une fiche de cadenassage qui tient compte de ces deux réalités-là.
On peut passer à une autre question. Si un équipement n'a pas de sectionneur multiple, est-ce qu'une procédure accompagnée d'une étude de risque est valable pour faire des travaux sur une partie de cet équipement sans cadenasser? La réponse est oui. Alors, vous avez sûrement vu un non puis un oui. Il faut vraiment que cette méthode soit équivalente à la sécurité qu'apporterait le cadenassage. Si elle n'est pas équivalente, elle ne sera pas approuvée, si on veut, par le règlement. Alors, il s'agit d'une question délicate parce que plusieurs entreprises hésitent à mettre à niveau leurs équipements pour que ceux-ci soient cadenassables. Et malheureusement, ça crée des situations où, en mode d'urgence, bien, on va avoir un cadenassage qui est inadéquat. Une dernière question. À quel endroit peut-on obtenir les livres de réglementation? Bien, vous pouvez les obtenir simplement en allant sur le www.csst et je crois que c'est .qc ensuite, et vous aurez accès aux règlements qui sont applicables au Québec, que ce soit la loi, que ce soit des règlements comme le RSST ou le Code de sécurité pour les travaux de construction. Je vous donne un truc qui va vous éviter de l'acheter, c'est que vous le sauvegardez en Word et puis vous êtes capable après ça de faire des recherches très faciles par mots-clés. C'est ce que je fais avec mes étudiants à l'université, ça va très bien. Bon. Oui. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. En fait, on a une dernière question. Est-ce suffisant d'avoir une simple procédure qui oblige les employés à avoir leur cadenas personnel et à cadenasser lorsque c'est nécessaire? Alors, pourquoi vous avez posé cette question-là? Bien, sans doute, sur les chantiers de construction, on est habitué à laisser les gens opérer de façon autonome, mais il est obligatoire d'avoir des fiches de cadenassage spécifiques pour tous les équipements. Alors, c'est important de développer ces fiches a priori, c'est-à-dire d'avance. Oui, on va donner des cadenas personnels aux gens, mais il faut aussi leur fournir des fiches de cadenassage. Ce qui nous amène à la conclusion de notre discussion, juste pour nous aider à faire le tour de la question. Ces nouveaux règlements vont rendre les obligations des employeurs plus claires en matière de cadenassage et de maîtrise des énergies dangereuses. Deuxièmement, ils vont harmoniser les pratiques entre les entreprises et le secteur de la construction, ce qui est un gros plus. Troisièmement, ils vont concrétiser davantage l'obligation de développer des fiches ou procédures de cadenassage, comme le souligne depuis une dizaine d'années la norme CSA Z460. Et finalement, on va mettre de plus en plus l'accent sur la formation des personnes qui auront à rédiger et valider les fiches de cadenassage. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre participation. En conclusion, c'est ainsi que se termine notre webinaire sur le cadenassage. On tient à remercier notre spécialiste, M. Daou, d'avoir partagé ses connaissances avec nous ce matin. Et merci à vous tous pour votre participation. On espère que le contenu de ce webinaire vous a permis d'apprendre beaucoup sur le sujet du cadenassage. Comme vos commentaires nous aident beaucoup à assurer le succès de nos événements, je vous invite à remplir le questionnaire au moment de quitter l'application. Et vous recevrez un lien pour la rediffusion au courant de la semaine. On vous remercie une fois de plus et au plaisir.